Bonjour, bienvenue dans cet atelier où vous allez pouvoir comprendre comment la neige se forme. Et en fin d'atelier, nous allons fabriquer une neige éternelle qui ne fond pas au soleil. Pour la seconde partie, vous aurez besoin simplement d'un verre posé sur une assiette remplie d'eau à ras-bord pour la première partie de cet atelier. Je suis Chantal, du 10 scientifique, et on est parti pour passer 30 minutes ensemble. Si vous regardez cet atelier en direct, donc samedi à 14h, vous avez la possibilité d'écrire des messages, de poser des questions dans la fenêtre à droite de la vidéo incrustée. Donc, soit de ce côté ou peut-être de ce côté. Je ne pourrai pas lire directement ces messages, mais un régisseur me les transmettra directement. Donc, j'essaierai d'y répondre soit pendant l'atelier, soit à la fin de cet atelier. Alors, la neige, qu'est-ce que c'est? La neige, c'est de l'eau. Pourtant, dans mon verre ici, j'ai de l'eau et ça n'est pas de la neige. Mais pourtant, la neige, c'est bien de l'eau. Mais de l'eau dans un état différent que l'eau qui est dans mon verre ici. La matière qui nous entoure, dans notre maison, sur la Terre, dans l'univers, elle existe sous 3 états. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Alors c'est vrai qu'il existe un 4e état, le plasma, et même un 5e état, le condensat de Bose-Einstein. Mais aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur les 3 états dans lesquels on peut trouver l'eau sur la Terre, donc à savoir le liquide, le solide et le gazeux. On va regarder une première image de la Terre. On va vous la mettre à l'écran. Ici. Alors l'eau à l'état liquide, on en trouve un peu partout dans la nature. Dans les mers, dans les océans, dans les rivières, que vous voyez ici, dans les lacs, les nappes phréatiques également, sous la terre, et dans les nuages. Si, dans les nuages, l'eau est bien à l'état liquide, et non pas à l'état gazeux, comme on peut le penser au premier abord. Ensuite, l'eau à l'état gazeux. Alors, rien à voir avec l'eau gazeuse, ni les boissons gazeuses, telles des sodas. Ici, on parle vraiment de l'eau à l'état gazeux, c'est-à-dire la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, il y en a dans l'atmosphère, tout autour de nous. En ce moment, autour de vous, dans votre salon, il y a de l'eau dans l'air que vous pouvez respirer. Alors, on ne peut pas la voir car elle est très petite, mais il y en a bien. Et le 3e état, l'état solide, dans la nature, on le trouve dans les glaciers, dans les montagnes, par exemple, sur la banquise, dans les icebergs, dans la grêle et dans la neige, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, toutes ces formes d'eau sont très différentes, mais c'est toujours de l'eau. Il s'agit de la même matière, simplement dans des états différents. Alors, pour comprendre les états de la matière, il faut savoir ce qu'est une molécule. Les molécules, c'est quelque chose de très, très, très petit. C'est tellement petit que même si on pouvait avoir le microscope le plus puissant du monde, on ne pourrait pas les voir. C'est vraiment très, très petit. Et ce sont les molécules qui constituent tout ce qui existe dans l'univers. Tout ce que l'on peut voir, toucher, sentir, respirer, c'est un assemblage de petites molécules les unes sur les autres. Les molécules, ce sont un peu les Legos de l'univers. Tout ce qui existe, que ce soit les arbres, les animaux, le plastique, ici cette pomme par exemple, tout est constitué de molécules. Les molécules sont très différentes les unes des autres. Par exemple, les molécules moi que j'ai dans mes cheveux ici sont différentes des molécules qu'on a dans la peau et elles sont différentes aussi des molécules qu'on peut avoir dans ce feutre. L'eau, elle est constituée d'un seul type de molécules. Et la molécule de l'eau, elle est elle-même constituée de 3 atomes. Un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. On la représente comme ça. Un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Alors, hydrogène, ça s'écrit avec un H. C'est pour ça qu'on l'appelle la molécule H2O. H2O. Et vous avez peut-être remarqué qu'elle ressemble à la tête de Mickey. Alors, c'est vrai, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la molécule en tête de Mickey. Donc, dans mon verre d'eau ici, il y a en fait des milliards et des milliards de molécules d'eau. Les unes sur les autres, ce qui donne mon eau liquide ici dans mon verre. Que ce soit l'eau à l'état liquide, solide ou gazeux, ce sont toujours des molécules H2O. Pourtant, il y a bien une différence. Ici, dans mon glaçon, dans ce gobelet et dans mon eau, il y a bien une différence. L'eau liquide, elle peut couler. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience. On peut faire couler tous les types de liquides. Alors qu'un glaçon, ça ne coule pas. C'est parce que les molécules d'eau qui sont dans ce verre ici, elles peuvent laisser, ici, regardez, si je plonge mon doigt dedans, elles peuvent laisser passer mon doigt. Et si on pouvait regarder à l'intérieur de ce verre et voir les molécules, ça ressemblerait à ça. Ici, dans ce saladier, j'ai mis plusieurs molécules d'eau, toutes des molécules H2O. Au moment où j'ai plongé mon doigt dans mon verre, ça a fait la même chose que ça. Regardez bien.
voit que si je peux plonger ma main dans ce saladier, c'est parce que les molécules, qui sont les unes contre les autres, elles glissent. Les molécules ici ne sont pas attachées les unes aux autres, elles peuvent glisser, et c'est la raison pour laquelle je peux passer ma main. L'autre chose que l'on observe quand on plonge un doigt dans un verre d'eau, c'est que, regardez bien le niveau de l'eau de ce verre, le niveau de l'eau peut monter pour laisser passer mon doigt. Effectivement, si on reprend mon saladier avec les molécules d'eau, au moment où mon doigt arrive dans l'eau, les molécules vont se pousser, elles vont devoir se déplacer. Et elles ne peuvent aller ni vers le bas, ni vers les côtés, parce qu'il y a les parois du récipient, donc elles ne peuvent aller que vers le haut. Alors ça, c'est ce qui se passe dans mon verre à moi, parce que je ne l'ai pas rempli à ras-bord. Vous, à la maison, vous avez peut-être eu le temps de préparer votre verre d'eau rempli à ras-bord et dans l'assiette, donc je vous laisse faire l'expérience. Entrez un ou plusieurs doigts dans votre verre et observez ce qu'il se passe. Donc vous observez sûrement que l'eau déborde, effectivement, car les molécules, elles vont se déplacer, elles vont bien aller vers le haut, mais comme il n'y a plus les parois du verre, elles vont forcément tomber à l'extérieur du verre, puisqu'elles sont soumises à la gravité, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est pour le liquide. Et quand l'eau est solide maintenant, les molécules, ce sont toujours des molécules d'eau. Ici, dans mon verre où j'ai un glaçon, ce sont quand même des molécules d'eau, seulement elles se comportent différemment. Alors, ce que vous savez déjà, c'est que l'eau, quand elle est à l'état solide, sous forme de glaçon, dans les glacés ou dans votre congélateur, elle est très froide. Effectivement, l'eau à 0 degré et en dessous de 0 degré, elle devient solide. Lorsqu'il fait froid, les molécules, elles vont se lier les unes aux autres, naturellement, et elles vont se lier toujours un oxygène avec un hydrogène, etc. Et elles vont faire cela en se liant 6 par 6, un petit peu comme des aimants. Les hydrogènes vont être attirés par les oxygènes, etc. Et ça se fait toujours par cycle de 6. Donc ici, dans ma main, j'ai 6 molécules, et on voit bien que ces 6 molécules, elles prennent beaucoup plus d'espace que 6 molécules à l'état liquide. Je vais en prendre 6 dans ma main. Ici, les 6 molécules entrent dans ma main, alors qu'ici, elles prennent beaucoup plus d'espace. Et ça, c'est l'explication scientifique de quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que lorsque l'eau gèle, elle prend plus d'espace. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on est en été et que l'on veut mettre une bouteille d'eau au congélateur pour pouvoir l'emmener en balade et garder de l'eau fraîche, il ne faut jamais la remplir à ras-bord en bouchant la bouteille, car sinon, les molécules, en devenant glaçons, elles vont prendre plus d'espace et elles vont faire éclater la bouteille. Alors, ici, c'est quelque chose que l'on peut observer. Dans ce pot, je l'ai rempli avec de l'eau. J'ai rempli 2 pots avec la même quantité d'eau, avec mon robinet, et j'ai mis celui-ci au congélateur. Et on peut bien voir, je pense, ici, que le glaçon, il monte plus haut que la hauteur à laquelle l'eau allait quand elle était liquide. Donc, effectivement, ici, mon glaçon prend plus de volume que la même quantité d'eau. Et c'est aussi la raison pour laquelle des glaçons flottent, car il y a la même quantité de matière, mais pour un plus grand volume. Ça aussi, c'est une autre histoire. Alors maintenant qu'on comprend la différence entre l'eau liquide, comme ça, et l'eau solide, eh bien, on peut comprendre ce qu'il se passe dans les nuages. Dans un nuage, lorsqu'il fait suffisamment froid et qu'il y a des petites poussières, la formation des flocons de neige est possible. Les molécules d'eau vont venir s'attacher les unes les autres. À ces 6 molécules-là vont venir s'en attacher d'autres, comme ceci, par exemple, encore d'autres, jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour qu'on puisse les voir nous avec nos yeux, et à ce moment-là, ça va prendre la forme d'un flocon. On verra tout à l'heure que ça peut prendre d'autres formes. Aujourd'hui, on va vraiment parler des flocons. Donc, nous allons visionner la formation de flocons de neige sous un microscope. Vous allez essayer de trouver un point commun entre tous les flocons de neige que vous allez voir. On va vous montrer la vidéo ici. Alors, c'est une vidéo qui a été faite par un photographe qui s'appelle Caleb Foster. Vous le voyez affiché en bas à droite de l'image. C'est un photographe, du coup, qui a simplement mis de l'eau sous un microscope. Il a fait baisser la température. Il y a un site internet
où il prend en photo beaucoup de flocons de neige. C'est vraiment magnifique. On vous conseille d'aller visiter son site internet. Je vous laisse observer les flocons de neige pour l'instant. Alors, on remarque déjà qu'ils sont tous très différents en taille, en forme. Ils vont avoir plus ou moins de ramifications sur les branches principales. Est-ce que vous voyez déjà un point commun entre tous ces flocons? Donc là, ce que vous êtes en train d'observer, c'est ce qui se passe réellement dans les nuages avant que les flocons tombent sur la Terre. Alors, est-ce que vous avez remarqué un point commun entre tous ces flocons de neige? Vous avez peut-être vu les différences de couleurs. Ça, c'est simplement dû à l'éclairage qui a été utilisé pendant que cette personne a filmé cette vidéo. Alors, vous avez remarqué une différence ou pas? Alors bon, moi, je ne peux pas vous entendre, mais je vais vous aider un petit peu. Est-ce que vous avez compté le nombre de branches principales de ces flocons? Alors, on va remettre la vidéo et vous allez pouvoir les compter. Alors, celui-ci, il a 6 branches. Celui-ci, 6 branches également. Celui-ci, on pourrait avoir un doute. On pourrait commencer à compter 7 branches, et on se rend compte, à la fin de sa formation, que les 2 qui étaient en bas à gauche, en réalité, ne forment qu'une seule branche principale. Encore 6 branches. Donc, vous avez remarqué que tous ces flocons de neige, même s'ils sont très différents, ils sont très variés en forme, en taille, etc., ils ont toujours 6 branches. Ce chiffre 6, est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu juste avant? Souvenez-vous, quand l'eau est dans un environnement froid, à 0 degré ou en dessous, elle va se solidifier. Et quand elle se solidifie, les molécules vont s'attacher les unes aux autres par 6. Ce n'est pas un hasard si les flocons de neige ont tous 6 branches. C'est même la raison pour laquelle ils ont 6 branches. Les molécules vont toujours venir s'attacher par 6 des molécules d'eau quand elles sont à l'état solide. Et c'est de chacune des molécules que va partir ensuite une branche de nos flocons de neige. Ensuite, le nombre de ramifications peut dépendre de la température exacte, de l'humidité dans l'air, de la pression atmosphérique, de beaucoup de paramètres, mais vous pourrez les observer. Si un jour vous en avez qui tombent sur votre manche, la prochaine fois qu'il neige, vous pourrez les observer, ils ont toujours 6 branches. Alors maintenant que vous en savez plus sur la formation de la neige, je vais vous montrer une image qui montre donc la forme que peut prendre l'eau solide en fonction des conditions. Alors c'est un graphique scientifique, on va le regarder ensemble. Ce que vous voyez en dessous, donc la ligne
qui va de 0 jusqu'à moins 35 degrés, c'est la température. La température de l'eau. Et la partie à gauche du graphique, c'est la sursaturation, c'est-à-dire l'humidité. En fonction de l'humidité et de la température, vous pouvez voir qu'il peut y avoir de la formation de flocons tels qu'on les connaît, mais aussi, par exemple, de petites aiguilles. Vous voyez les colonnes creuses, des prismes, des fines plaques, des colonnes. Et même si ces formes sont toutes très différentes les unes des autres, on remarque que c'est toujours une géométrie à 6. Vous voyez que les prismes qui sont en bas à gauche, ils ont 6 côtés. Toujours une géométrie à 6. Et ça, c'est parce que les molécules d'eau, lorsque l'eau passe à l'état solide, elles le font en s'attachant 6 molécules par 6 molécules. Alors maintenant que vous en savez plus sur la formation de la neige, je vous propose de fabriquer notre neige éternelle qui ne fond pas au soleil. Alors, pour faire ça, on ne va pas faire geler de l'eau. Sinon, dès qu'elle sera à plus de 0 degré, ce qui, je pense, est le cas de votre salon, elle fondra. Et à ce moment-là, autant remplir directement un verre avec de l'eau du robinet. Ça aurait été peu intéressant. Nous allons fabriquer de la fausse neige, mais qui, en plus de ne pas fondre au soleil, donne une vraie sensation dans les mains de neige poudreuse. Donc, vous aurez besoin pour ça de bicarbonate de soude en poudre et de mousse à raser. Alors, bien que cette activité ne soit pas salissante, je vous conseille quand même de faire sur une table qui est protégée, soit par une nappe, soit par une protection utilisée pour faire de la peinture, par exemple. Le temps que vous rassembliez le matériel, je vais du coup regarder si vous avez posé des questions. Alors, on me pose une question, comment sont les molécules à l'état gazeux? Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'état solide, de l'état liquide de l'eau, mais pas de l'état gazeux. Alors, l'état gazeux, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, vous l'avez sûrement déjà observé au-dessus d'une casserole, par exemple, quand vos parents font cuire des choses pour faire à manger, du riz, des pâtes, par exemple. C'est ce qu'on pourrait prendre pour de la fumée qui est au-dessus d'une casserole. Alors, ça n'est pas de la fumée. Pour avoir de la fumée, il faut avoir quelque chose qui brûle, avec du feu, par exemple. Ce que vous voyez s'échapper de la casserole, c'est en fait de l'eau à l'état gazeux. Si on imagine ici qu'on est dans une casserole, ici, on a toutes nos molécules d'eau à l'état liquide, et bien dès que l'eau chauffe, en réalité, les molécules vont s'agiter à la surface et certaines vont passer dans l'air. Et comme une molécule, c'est très, très, très petit, ce que je vous expliquais tout à l'heure, elles sont tellement légères qu'elles peuvent flotter dans l'air, ces molécules d'eau. Et donc, on a en réalité autour de nous toujours des molécules d'eau dans l'air. Alors, elles sont trop petites, mais il faut imaginer plein de petites têtes de Mickey comme ça, plein de petites moléculages d'eau qui sont dans l'air autour de nous. Et d'ailleurs, on peut sentir parfois la différence en quantité de molécules. Quand il fait très sec, c'est parce qu'il y a peu d'eau dans l'air. Et à l'inverse, quand il fait très humide, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de molécules d'eau qui sont dans l'air en suspension autour de nous. Et d'ailleurs, une autre preuve qu'il y a bien de l'eau dans l'air qui nous entoure, c'est que depuis tout à l'heure, le verre dans lequel j'avais mon glaçon, ici, on a mon glaçon, on peut observer autour qu'il y a de l'eau liquide qui s'est formée. Et bien cette eau-là, elle ne vient pas du glaçon, ça n'est pas de l'eau qui est passée au travers du plastique, ça c'est impossible. Le plastique ici ne laisse pas passer l'eau. C'est en réalité les molécules d'eau qui étaient dans l'air, celles qui étaient autour de mon gobelet, comme l'air s'est refroidi à cet endroit-là, quand les molécules se sont refroidies, elles sont venues se coller ici sur le verre et au plus il fait froid, au plus il y en a et on finit par avoir de l'eau à l'état liquide. Alors, si vous avez bien pu rassembler le matériel, donc le bicarbonate de soude et la mousse à raser, on va passer à la préparation de cette neige magique. Alors, très bien. Alors, pour la préparation ici, on va utiliser donc le bicarbonate de soude. Ici, on va le verser ici. Alors, du coup, on va en verser une bonne partie, au moins la moitié. Il faut quand même en garder au moins un tiers si jamais on a besoin de réajuster les quantités. Donc, on verse le bicarbonate de soude et ensuite, on va verser la mousse à raser. Donc, ici, je vais simplement recouvrir. On va mélanger ça.
ici dedans. Alors, est-ce qu'on voit bien à l'écran? Ici. Donc, hop. On va recouvrir de mousse à raser. Alors, la scientifique que je suis est très frustrée de ne pas pouvoir vous donner des quantités exactes, bien évidemment. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec la mousse à raser, comme il n'y a pas forcément la même quantité d'air qui est injectée dans la mousse, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la quantité exacte qu'on va mettre dedans. Donc déjà, on peut commencer à mélanger comme ça. Donc, je vous laisse faire en même temps. Il faut bien que ce soit un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on n'ait plus du tout de bicarbonate en poudre. Il faut vraiment tout bien mélanger jusqu'à ce qu'on puisse commencer à avoir une texture de neige. Alors au début, ça ne ressemble pas du tout à la neige. En tout cas, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la couleur, avec le bicarbonate et la mousse à raser, pour faire de la neige, on est bon déjà. Alors c'est Karine qui est en train de mélanger notre neige magique et qui va nous dire si on aurait peut-être plus besoin de rajouter soit de la mousse à raser, soit du bicarbonate, peut-être un peu de mousse à raser. Allez, je vais rajouter de la mousse à raser. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de la texture que vous avez dans les mains, jusqu'à ce qu'à un moment, ça va vraiment vous donner une impression de neige poudreuse. Alors ici, on voit que ça commence à donner une impression de neige puisqu'on peut commencer à former un semblant de boule de neige. Et ensuite, vous avez simplement besoin d'ajuster les quantités. Si c'est vraiment trop sec, vraiment trop poudreux, vraiment comme de la poudre, il suffit d'ajouter de la mousse à raser. Donc, on vous laisse le temps de le préparer aussi chez vous. C'est vrai qu'on a l'habitude des quantités approximatives qu'on doit mettre. Là, c'est vrai qu'on a une belle boule de neige déjà. Là, c'est pas mal. Okay. Et ensuite, donc avec cette neige-là, vous pouvez commencer à former vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire soit des bonhommes de neige, soit des boules de neige. Vous pouvez même fabriquer des igloos si vous voulez. Hop. On va revenir à la caméra principale. Voilà. Donc, vous avez vu que j'espère maintenant dans les mains, vous avez quelque chose qui ressemble à de la neige. Et la bonne nouvelle, c'est que cette neige-là, au final, ne fondra jamais au soleil. Ça se conserve vraiment longtemps. Vous pouvez la garder simplement dans une boîte hermétique pour pas qu'elle ne sèche trop. Et si jamais, dans quelques semaines, quand vous voulez la réutiliser, elle est un peu sèche, il suffira de rajouter un petit peu de mousse à raser. Alors, si vous souhaitez faire des bonhommes de neige, moi j'aime bien rajouter à ces bonhommes de neige des petits accessoires pour faire les yeux, la carotte à la place du nez, etc. Alors, par exemple, pour les yeux, moi j'utilise des attaches parisiennes. Alors, soit des attaches parisiennes classiques, qui sont dorées souvent, soit celles qu'on peut trouver dans les magasins d'art créatif. Par exemple, ici, j'ai une petite attache parisienne qui est bleue à paillettes. Donc, si je veux utiliser ces attaches parisiennes, on a simplement besoin de les enfoncer à l'endroit de la tête du bonhomme de neige. Ensuite, on peut utiliser des attaches parisiennes un peu plus grandes pour faire, par exemple, comme celle-ci, par exemple, pour faire, par exemple, les boutons qui sont sur le manteau qu'on imagine du bonhomme de neige. Et pour faire la carotte, moi, j'utilise ici des éléments en mousse orange. On peut acheter, par exemple, des feuilles de mousse dans les magasins d'art créatif également, et donc découper simplement à l'intérieur ce qui ressemble à une carotte pour faire le nez. On peut aussi utiliser des fils chenilles comme ça, qui sont métallisés, qui sont métalliques, pour le mettre autour du cou pour faire une écharpe, un autre bonhomme de neige si l'on veut. Alors moi, je vais vous montrer une image de bonhommes de neige qui ont été fabriqués par les enfants qui ont pu participer à nos ateliers ces dernières années. Donc, vous pouvez voir que pour les bras, d'ailleurs aussi, on peut utiliser des petites brindilles qu'on récupère dans le jardin ou dans le parc à côté de la maison pour faire les bras de notre bonhomme de neige. Voilà, je vous laisse regarder ces éléments pendant que vous êtes en train de fabriquer peut-être un bonhomme de neige à la maison. Alors, donc vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et si vous souhaitez partager avec nous les images des bonhommes de neige ou des igloos
ou des flocons de neige que vous allez fabriquer avec cette neige magique, n'hésitez pas du coup à poster vos photos et à taguer Ludiscience sur les réseaux. Donc, vous avez ici au milieu de l'image, c'est @ludiscience au pluriel, en un seul mot. Et voilà, ça me fera plaisir de voir les créations que vous avez faites pendant cet atelier-là. Alors, c'est la fin de notre atelier. Vous allez pouvoir continuer de jouer avec pendant encore quelques minutes. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous pourrez repartager ces connaissances, surtout avec vos profs, tout ce que vous avez découvert aujourd'hui. Alors, merci au Festival Scientivivre pour cet atelier. Merci à Karine pour la transition des caméras et pour cette magnifique neige magique. Merci à Loïc aussi pour l'idée de la gravité. Et merci à vous d'avoir suivi cet atelier. Je vous souhaite un bon après-midi. Vous avez encore beaucoup d'autres ateliers qui vous attendent, qui sont très intéressants cet après-midi et demain également. Merci.